Je m'appelle Cédric, j'ai 32 ans et je vis à Boston, où je me suis construit une vie loin des regards critiques de ma famille. En grandissant, j'ai toujours été la déception. Tandis que ma sœur Amanda était l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Le Thanksgiving dernier, mon père a appelé de l'hôpital pour demander de l'argent, mais a quand même réussi à dire « Ta sœur est brillante et responsable, contrairement à toi, elle n'a pas besoin d'aide. » Il ne savait pas que sa fille parfaite était noyée sous les dettes alors que j'étais le seul à pouvoir réellement les sauver. Avant de vous raconter comment j'ai finalement tenu tête à ma famille, faites-moi savoir d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà été injustement comparé à un frère ou une sœur. Ayant grandi dans la banlieue de Chicago dans les années 90, notre maison en briques de 2 étages projetait l'image de la parfaite famille américaine de la classe moyenne. Mon père, Richard, travaillait comme directeur de banque à la First National, un poste qu'il nous rappelait chaque fois qu'il voulait souligner l'importance de la responsabilité financière et du succès conventionnel. Son comportement sévère s'adoucissait rarement, surtout avec moi. Il portait des chemises repassées, même le week-end, et s'attendait à ce que tout le monde vive selon ses normes rigides de réussite. Ma mère, Eleanor, avait été enseignante en primaire avant d'abandonner sa carrière pour élever Amanda et moi. Elle était plus calme que mon père, s'en remettant souvent à ses opinions et apaisant les moments tendus en offrant des biscuits fraîchement cuits ou en changeant doucement de sujet. Bien qu'elle me défende occasionnellement en privé, elle ne contredisait jamais mon père devant nous. Leur chambre était en face de la mienne, et de nombreuses nuits, j'entendais leurs disputes étouffées à mon sujet à travers le mur, les supplications douces de ma mère cédant généralement aux déclarations fermes de mon père. Notre salon affichait les priorités de la famille avec une clarté douloureuse. La cheminée et les murs présentaient les réalisations d'Amanda par ordre chronologique. Son trophée de concours d'orthographe de l'école primaire, son certificat de présence parfaite au collège, sa plaque de major de promotion du lycée et ses lettres d'acceptation à l'université. Ma mère avait créé une boîte d'ombre spéciale pour la lettre d'acceptation d'Amanda dans une université de l'Ivy League, la positionnant de manière à ce que ce soit la première chose que les visiteurs remarquent en entrant dans notre maison. Mes propres accomplissements dans les concours d'art et d'écriture créative étaient relégués à un petit tableau d'affichage dans la buanderie, s'ils étaient affichés du tout. Quand j'ai remporté la première place à un concours d'art pour jeunes à l'échelle de l'État à 14 ans, la réponse de mon père a été « C'est bien, mais ce n'est qu'un passe-temps ». Le projet de sciences d'Amanda pourrait lui valoir une bourse d'études. Les dîners de famille sont devenus des vitrines pour les dernières réalisations d'Amanda. Amanda a eu un autre A à son test de calcul, annonçait fièrement mon père en coupant son rôti. Elle sera certainement major de sa promotion. Pendant ce temps, mon B en littérature anglaise, ma matière préférée, est passé inaperçu, même si j'avais travaillé plus dur pour ce B qu'Amanda ne l'a jamais fait pour ses accents efforts en mathématiques et en sciences. Je suis devenu l'enfant invisible, sauf quand on me critiquait. Quand j'entrais dans la pièce, les conversations sur les réalisations d'Amanda continuaient comme si je n'étais pas là. Quand je parlais de mes propres intérêts ou accomplissements, mes commentaires étaient accueillis par des hochements de tête polis avant que la conversation ne revienne rapidement à Amanda. L'école n'a fait que renforcer les comparaisons. Les professeurs qui avaient enseigné à Amanda 3 ans plus tôt regardaient mes copies avec déception. Amanda obtenait toujours des notes parfaites à ses tests, disait-il en me rendant mes copies avec un B+. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? La question m'a suivi de l'école primaire au lycée, des professeurs de mathématiques aux entraîneurs de football. Mon style d'apprentissage différait complètement de celui d'Amanda. Alors qu'elle excellait dans la mémorisation et les examens, j'apprenais par l'expérience pratique et l'expression créative. Je pouvais concevoir et construire un modèle fonctionnel pour le cours de sciences, mais j'avais du mal avec les examens écrits. Mes parents ont interprété cela comme de la paresse plutôt que comme une forme d'intelligence différente. Le contraste dans la façon dont nous étions traités est devenu impossible à ignorer lorsqu'Amanda a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Pour sa réussite, mes parents lui ont offert une Honda Civic neuve avec un gros ruban rouge dans l'allée. Quand j'ai obtenu mon diplôme 3 ans plus tard, pas en tant que major de promotion, mais toujours avec les honneurs et une bourse d'art pour un community college local, j'ai reçu un ensemble de manuels d'occasion que mon père pensait m'aider à me concentrer sur des sujets pratiques. Le message était clair, Amanda méritait des récompenses. J'avais besoin de correction. L'été avant l'université a apporté le premier conflit majeur concernant notre avenir. Amanda avait été acceptée au programme de commerce de Cornell, le rêve de mon père. Je voulais étudier le design graphique à l'Art Institute of Chicago, une école avec une excellente réputation dans les arts, mais pas le nom prestigieux que mon père appréciait.
Une école d'art, s'est moqué mon père un soir au dîner. Ce n'est pas une vraie éducation, Cédric. Tu ne gagneras jamais ta vie en dessinant des images. Ce n'est pas juste dessiner des images, papa, ai-je argumenté. C'est du design graphique. C'est un domaine en pleine croissance avec de réelles opportunités de carrière. Écoute ton père, a doucement interjeté ma mère. Il connaît le monde des affaires. La dispute a dégénéré jusqu'à ce que mon père me donne son ultimatum. Si tu veux notre soutien financier, tu étudieras le commerce ou la comptabilité dans une université convenable. Sinon, tu es seul. J'ai choisi d'être seul. Je me suis inscrit au Community College tout en travaillant 30 heures par semaine dans une imprimerie locale. Mes parents ont dit aux parents que je n'avais pas pu entrer dans une bonne école plutôt que d'admettre que j'avais choisi un chemin différent. Lors des réunions de famille, les tantes et les oncles me tapaient sur l'épaule avec sympathie tout en louant la réussite d'Amanda dans l'Ivy League. Pendant 3 ans, j'ai travaillé et étudié, économisant chaque centime pour pouvoir être transféré dans une école d'art. La maison de mes parents est devenue de plus en plus inconfortable. Chaque conversation revenait à la façon dont je devrais être plus pratique, plus concentré, plus comme Amanda. Le jour où j'ai enfin eu assez d'économies pour déménager à Boston et fréquenter l'école de mes rêves a été le jour où j'ai senti que je pouvais respirer librement pour la première fois. La vie d'Amanda après l'université semblait suivre la trajectoire parfaite que mes parents avaient imaginée. Elle a obtenu son diplôme de Cornell avec mention en administration des affaires et a immédiatement décroché un emploi chez MC Kinsey & Company, un cabinet de conseil prestigieux avec des bureaux au centre-ville de Chicago. Son salaire de départ était suffisamment impressionnant pour que mes parents mentionnent le chiffre à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, bien qu'il n'ait jamais révélé qu'il l'avait aidé à obtenir le poste grâce aux relations bancaires de mon père. 1 an après l'obtention de son diplôme, Amanda a emménagé dans un appartement de luxe dans le quartier de la Gold Coast à Chicago. Mes parents l'ont aidé à le meubler avec des meubles coûteux de restauration Hardware et Williams-Sonoma, dépensant ce qui a dû être des milliers de dollars pour s'assurer que sa maison reflète l'histoire de succès qu'il voulait projeter. Lorsque des parents visitaient Chicago, l'appartement d'Amanda est devenu un arrêt obligatoire de la visite, ma mère montrant fièrement la vue sur le lac Michigan depuis le 23e étage. Le summum de l'histoire de succès apparente d'Amanda est venu lorsqu'elle s'est fiancée à Bradley, un avocat fiscaliste d'une riche famille de la North Shore. Le diamant à son doigt était presque obscènement grand, et la fête de fiançailles au Chicago Yacht Club est devenue le sujet de dizaines de photos encadrées dans toute la maison de mes parents. Ma mère a appelé tous les membres de la famille élargie pour partager la nouvelle, terminant toujours par « Ils sont tout simplement parfaits ensemble ». Tous deux si brillants et responsables. Pendant ce temps, mon chemin semblait radicalement différent, du moins de l'extérieur. Après le Community College, j'avais économisé suffisamment pour être transféré dans une école de design réputée à Boston. Je vivais dans un studio à Holston, un quartier rempli d'étudiants et de jeunes professionnels plutôt que de gratte-ciel de luxe. Mes meubles provenaient de friperies et de trouvailles de trottoirs, rénovés de mes propres mains. Au lieu d'un seul emploi prestigieux, j'en avais plusieurs, serveur le soir, travail de conception en freelance pendant la journée, et des gardes le week-end dans une imprimerie locale pour nouer des contacts dans l'industrie. Ce que ma famille ne voyait pas, ou choisissait de ne pas voir, c'est que sous la surface, nos réalités financières s'inversaient. Le travail de conseil d'Amanda l'obligeait à entretenir une garde-robe coûteuse, à manger dans des restaurants haut de gamme avec des clients et à projeter le succès par une consommation visible. Son salaire, bien qu'impressionnant sur le papier, couvrait à peine son loyer et le paiement de sa voiture après impôt. Le vide était comblé par des cartes de crédit, d'abord 1, puis 3, puis 7 à sa 2e année d'emploi, elle effectuait des paiements minimums sur plus de 30 000 $ de dettes de cartes de crédit. Les prêts de mes parents ont commencé modestement, 2 000 $ pour une réparation de voiture inattendue, 3 000 $ pour un dépôt de garantie lors du déménagement dans un meilleur immeuble. Ces prêts n'ont jamais été remboursés, bien que ni Amanda ni mes parents n'aient reconnu cette réalité. Au lieu de cela, ils ont été considérés comme des investissements dans le succès futur d'Amanda. En revanche, je vivais frugalement mais intentionnellement. Mon appartement était petit mais fonctionnel, décoré de mes propres œuvres d'art et de trésors de seconde main. Je faisais mon café à la maison au lieu de dépenser 6 $ par jour chez Starbucks. Je préparais des déjeuners au lieu de commander des livraisons. Chaque dollar supplémentaire allait d'abord à mes prêts étudiants, puis à la constitution d'un fonds d'urgence, et enfin à des investissements. À 28 ans, j'avais remboursé intégralement ma dette étudiante. Un fait que je n'ai jamais partagé avec ma famille car ils ne m'ont jamais posé de questions sur mes finances,
sauf pour me demander si je m'en sortais bien. La communication entre nous s'est raréfiée à mesure que j'établissais mon indépendance. Les appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus mensuels, puis trimestriels. Chaque conversation suivait le même schéma, de brèves questions sur mon travail, qu'ils n'ont jamais tout à fait compris, de longues mises à jour sur les dernières réalisations d'Amanda, et des suggestions subtiles selon lesquelles il était peut-être temps pour moi d'envisager une vraie carrière ou de retourner à Chicago où il pourrait m'aider à m'établir. J'ai arrêté d'appeler régulièrement lorsque j'ai réalisé que je passais des jours à me remettre de chaque conversation, à reconstruire la confiance en moi que leurs commentaires dédaigneux érodaient. Ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'aide technique avec leurs ordinateurs ou lorsqu'Amanda était trop occupée pour aider à une affaire de famille. Les réunions de famille sont devenues des affaires de plus en plus tendues où je me sentais comme un étranger observant une performance de succès familial qui excluait ma réalité. Pourtant, paradoxalement, cette distance a favorisé mon indépendance et ma résilience. Sans la comparaison constante avec Amanda, j'ai commencé à mesurer mon succès selon mes propres normes. J'ai trouvé des mentors dans la communauté du design qui appréciaient ma créativité et mon éthique de travail. J'ai noué des amitiés avec des gens qui ne connaissaient rien de ma dynamique familiale et qui me voyaient donc clairement, sans le prisme déformant d'être l'enfant décevant. Moins je cherchais l'approbation de mes parents, plus je développais de confiance en mon propre chemin. Cette confiance s'est traduite par un meilleur travail, plus de références de clients et une stabilité financière lentement croissante. À 30 ans, je m'étais fait une réputation dans la communauté du design de Boston comme quelqu'un de fiable, de créatif et de techniquement compétent, tout ce que mes parents avaient prédit que je ne deviendrais jamais. Ma percée professionnelle est venue après des années à construire mon portfolio et mon réseau. J'avais travaillé en freelance pour une start-up de logiciels financiers, créant des conceptions d'interface utilisateurs pour leur version bêta. Lorsque l'entreprise a obtenu un deuxième tour de financement, ils m'ont embauché comme leur concepteur principal avec un salaire qui m'a fait cligner des yeux 2 fois en voyant la lettre d'offre. Ce premier grand client m'a ouvert les portes à d'autres. Les entreprises de technologie financière appréciaient ma capacité à rendre des informations complexes accessibles grâce à une conception intuitive. Je me suis spécialisé dans la création d'interfaces pour des applications financières qui rendaient la visualisation des données claires et exploitables. Mon portfolio s'est étoffé pour inclure des projets pour des sociétés d'investissement, des applications bancaires et des plateformes d'éducation financière. Au fur et à mesure que ma réputation professionnelle grandissait, mes revenus augmentaient également. J'ai quitté mon studio exigu pour un appartement d'une chambre à Cambridge. Toujours modeste, mais avec assez d'espace pour un bureau à domicile convenable. Malgré l'amélioration de mes finances, j'ai conservé des habitudes relativement frugales, investissant dans des meubles de qualité qui duraient plutôt que dans des marques de luxe, cuisinant à la maison la plupart des soirs et mettant 25% de chaque chèque de paie dans l'épargne et les investissements. À 31 ans, j'avais constitué un fonds d'urgence couvrant 6 mois de dépenses, j'avais maximisé mes cotisations de retraite chaque année et j'avais créé un portefeuille d'investissement diversifié qui croissait régulièrement. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour prendre des décisions intelligentes en matière d'impôts et de planification à long terme, sans la pression d'afficher la richesse par des possessions matérielles. J'ai bâti une véritable richesse grâce à une gestion prudente et aux intérêts composés. Pendant ce temps, la façade soigneusement construite d'Amanda commençait à se fissurer. Sa carrière de consultante impliquait de fréquents changements d'emploi, chacun présenté à la famille comme une décision stratégique, mais résultant en fait d'un épuisement professionnel ou de problèmes de performance. Chaque nouveau poste s'accompagnait d'un titre et d'un salaire légèrement plus élevé, mais aussi d'attentes et de pressions accrues. Son mariage avec Bradley a été une affaire extravagante au Jardin botanique de Chicago, avec 300 invités, un orchestre de 10 musiciens et un dîner à 5 plats. Ce que personne n'a mentionné, c'est que mes parents avaient retiré de l'argent de leur compte de retraite pour le payer, croyant que cet investissement dans le maintien des apparences valait le risque financier à long terme. Peu de temps après le mariage, Amanda a commencé à m'appeler pour me demander de petits prêts, toujours avec une explication plausible et des promesses de remboursement rapide. Mon chèque de commission est en retard, ou nous avons un problème de trésorerie temporaire jusqu'à ce que la prime de Bradley arrive. Au début, j'ai transféré l'argent sans poser de questions, supposant que son besoin était sincère. Après le 3e prêt non remboursé, j'ai commencé à poser plus de questions, ce qui a entraîné moins d'appels, mais une plus grande distance entre nous. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le mariage d'Amanda montrait déjà des signes de tension à cause de secrets financiers. Bradley avait découvert certaines de ses cartes de crédit, mais pas toutes. Leurs disputes sur l'argent sont devenues plus fréquentes.
les habitudes de magasinage d'Amanda, vêtements de marque, restaurants chers, achats impulsifs étaient passés de folies occasionnelles à une véritable dépendance qu'elle cachait en faisant livrer des colis à son bureau ou chez des amis. Nos parents sont restés inconscients de ces réalités, ou peut-être volontairement aveugles. À chaque réunion de famille, ils continuaient de louer l'avancement de carrière et la belle maison d'Amanda tout en exprimant leurs inquiétudes quant à ma lutte dans le domaine instable du design. Quand j'ai mentionné avoir terminé un projet pour une grande institution financière, mon père l'a rejeté comme « jouer avec des ordinateurs » plutôt que de faire un « travail financier sérieux » comme Amanda. « On s'inquiète juste pour ta sécurité future », disait ma mère en me tapotant la main. Les emplois créatifs sont si imprévisibles. Tout le monde ne peut pas avoir le don d'Amanda pour les affaires. Le contraste entre la perception publique et la réalité privée est devenu presque comique. Lors d'un dîner de fête, mon père a fièrement parlé à la famille élargie de la promotion d'Amanda pendant qu'elle s'excusait pour passer un appel téléphonique, qui, j'ai appris plus tard, était pour négocier une prolongation de paiement avec sa compagnie de carte de crédit. Le même soir, mon oncle m'a demandé si je dessinais toujours des logos, comme si ma carrière était un passe-temps plutôt qu'une profession qui me rapportait maintenant un revenu à 6 chiffres. Je luttais avec des émotions contradictoires à propos de cette situation. Une partie de moi voulait corriger leurs idées fausses et prouver mon succès. Une autre partie reconnaissait que leur approbation était devenue moins importante pour mon bonheur que ma propre satisfaction de mes choix. Une voix vindicative suggérait parfois de les laisser découvrir par eux-mêmes la maison de cartes financière d'Amanda. Mon mentor, Daniel, un designer à succès de 20 ans mon aîné, m'a fourni une perspective précieuse lors de nos réunions de café hebdomadaires. Les récits familiaux sont des choses puissantes, m'a-t-il dit un jour. Parfois, les gens ont besoin de ces histoires pour donner un sens à leur monde. Tes parents ont besoin qu'Amanda soit l'histoire à succès et que tu sois le récit édifiant. La question est de savoir si tu as encore besoin de participer à ce récit. Ces mots m'ont aidé à faire la paix avec le maintien d'une certaine distance sans couper complètement les ponts. J'appelais pour les anniversaires et les vacances, je rendais brièvement visite à Noël et je me concentrais autrement sur la construction de la vie que je voulais à Boston. J'ai arrêté d'essayer de corriger leurs idées fausses ou d'obtenir leur approbation. Cette approche m'a permis de préserver ma santé mentale tout en reconnaissant que je me souciais toujours de ma famille malgré nos difficultés. L'année de mes 32 ans a marqué une étape importante dans ma carrière. Après des années de travail en contrat et de construction de ma réputation, on m'a offert un poste de direction chez FinTech Innovation, une entreprise de technologie financière du Fortune 500 qui développait son bureau de Boston. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, d'options sur actions et d'une équipe de designers à gérer. Pour la première fois, je ne façonnerai pas seulement des projets individuels, mais tout un écosystème de produits. Avec cette sécurité financière, j'ai franchi le pas d'acheter ma première maison, un condominium de 2 chambres dans un immeuble d'usine reconverti à South Boston. L'espace présentait de hauts plafonds, des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui remplissaient les pièces de lumière naturelle. J'ai créé un bureau à domicile dédié qui servait également d'espace de studio où je pouvais expérimenter des concepts de design en dehors des heures de travail. Mon portefeuille d'investissement a atteint une étape importante cette même année, dépassant les 6 chiffres grâce à des contributions constantes et à la croissance du marché. Je me suis diversifié dans des fonds indiciels, quelques actions individuelles soigneusement sélectionnées et j'ai même fait un petit investissement providentiel dans la start-up d'un ancien collègue. Un conseiller financier m'a aidé à structurer mes investissements pour minimiser l'impôt tout en maximisant la croissance à long terme. La reconnaissance professionnelle que j'avais tranquillement recherchée pendant des années est finalement arrivée sous la forme d'un profil dans le Digital Design Quarterly, un magazine de l'industrie mettant en lumière des approches innovantes en matière d'expérience utilisateur. L'article, intitulé « Humaniser les données financières, l'approche intuitive de Cédric en matière de technologie financière », comprenait des entretiens avec des clients et des collègues louant ma capacité à rendre des concepts financiers complexes accessibles grâce à une conception d'interface réfléchie. Alors que ma carrière s'épanouissait, la vie soigneusement construite d'Amanda s'effilochait en coulisses. Bradley avait découvert l'étendue de sa dette de carte de crédit. Plus de 100 000 $ répartis sur 12 cartes différentes, après qu'une agence de recouvrement ait appelé leur domicile. La confrontation qui a suivi a révélé des années de tromperie financière, y compris des habitudes de magasinage secrètes et des comptes bancaires cachés. Bradley a déménagé la semaine suivante, restant chez un ami tout en réfléchissant à la possibilité de sauver leur mariage de 3 ans. La séparation est restée un secret bien gardé de mes parents et de la famille élargie. Amanda leur a dit que Bradley voyageait pour le travail,
une fiction qu'elle a maintenue grâce à des appels téléphoniques minutieusement mis en scène lors de leur visite et à des publications sur les réseaux sociaux soigneusement sélectionnées suggérant une harmonie conjugale. La pression financière s'est intensifiée alors qu'Amanda luttait pour maintenir les apparences sans la contribution financière de Bradley. Elle a commencé à mettre en gage des cadeaux de mariage lorsque les paiements minimums des cartes de crédit sont arrivés à échéance. Ses performances au travail ont souffert alors qu'elle prenait des pauses déjeuner prolongées pour gérer les appels des créanciers ou passait des heures à chercher des offres de transfert de solde avec des taux d'intérêt de 0% d'introduction. Son directeur l'a placée sous un plan d'amélioration des performances, ajoutant un stress professionnel à sa crise personnelle. Au milieu de cette tourmente cachée, notre père a subi une grave crise cardiaque. Ma mère a appelé tôt un mardi matin, sa voix tremblante alors qu'elle expliquait que papa s'était effondré en pelletant la neige de leur allée. Il était stable après une opération d'urgence, mais aurait besoin d'un triple pontage et d'une longue période de convalescence. Le médecin dit qu'il devra rester à l'hôpital pendant au moins une semaine, peut-être plus, a expliqué ma mère, et ensuite des mois de convalescence à la maison. Je ne sais pas comment on va gérer tous les rendez-vous et les médicaments. J'ai immédiatement proposé de rentrer à la maison pour aider, mais ma mère a hésité. Amanda est si occupée avec son grand projet au travail. Elle a dit qu'elle essaierait de venir le week-end quand elle le pourra. Mais peut-être que tu pourrais venir, puisque ton travail est plus flexible. L'implication que ma carrière était moins importante ou exigeante que celle d'Amanda flottait dans l'air, mais je l'ai laissé passer sans contestation. Je réserverai un vol pour demain, ai-je promis. Ne t'inquiète pas de venir me chercher. Je louerai une voiture à l'aéroport. Ce que ma mère n'a pas mentionné, ce que je découvrirai bientôt, c'est que leur assurance maladie avait une franchise élevée qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Des années à aider Amanda à maintenir son style de vie avaient épuisé leurs économies, et les factures médicales de mon père dépasseraient rapidement $20,000, avant même le long processus de réadaptation. La veille de mon vol, mon père a appelé de sa chambre d'hôpital. Sa voix semblait plus faible que je ne l'avais jamais entendue, mais ses mots portaient le même ton dédaigneux auquel je m'étais habitué au fil des ans. « Ta mère dit que tu viens nous rendre visite », a-t-il dit après une salutation minimale. « C'est bien. On aurait besoin d'un peu d'aide à la maison pendant que je suis cloué au lit. »« Bien sûr », ai-je répondu. « Tout ce dont vous avez besoin. » Il y a eu une longue pause avant qu'il ne continue. « Le truc, Cédric, c'est que ces factures médicales vont être substantielles. L'assurance ne couvre pas autant que ce qu'on pensait. Je peux aider avec ça, ai-je offert immédiatement. Ne vous inquiétez pas de l'argent pour le moment. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Une autre pause, plus longue cette fois. Eh bien, c'est généreux de ta part. On ne demanderait pas normalement, connaissant ta situation, mais c'est une urgence. La façon dont il a souligné « situation » a clairement montré qu'il me considérait toujours comme financièrement instable, bien qu'il n'ait jamais demandé ma situation réelle. Ce n'est vraiment pas un problème, papa. Je suis en bonne position pour aider. Ta sœur est brillante et responsable, contrairement à toi. Elle n'a pas besoin d'aide, a-t-il poursuivi comme si je n'avais pas parlé. Elle est occupée avec d'importantes réunions de clients ce mois-ci. On ne veut pas l'embêter alors qu'elle est à un point si critique de sa carrière. Tu comprends ? La piqûre familière de la comparaison m'a momentanément coupé le souffle. Même en demandant mon aide financière, mon père ne pouvait s'empêcher de souligner la supériorité d'Amanda. L'absurdité de la situation s'est finalement cristallisée pour moi. Je paierais les factures médicales que ma sœur soi-disant plus brillante ne pouvait pas se permettre d'aider, tout en étant toujours considérée comme l'échec de la famille. Je comprends parfaitement, ai-je dit doucement. Je te vois demain, papa. Après avoir raccroché, je suis resté assis à l'îlot de ma cuisine pendant près d'une heure, digérant la conversation. Puis j'ai pris une décision qui allait finalement changer notre dynamique familiale pour toujours. Au lieu de rentrer à la maison pour une courte visite, j'ai fait mes valises pour un séjour prolongé. Il était temps de voir la réalité de la situation de ma famille avec des yeux clairs et de finalement aborder la fiction qu'ils avaient maintenue pendant tant d'années. Le taxi m'a déposé chez mes parents tard le jeudi après-midi. Debout sur le trottoir avec ma valise, j'ai remarqué des détails que j'avais négligés lors de brèves visites de vacances, de la peinture qui s'écaillait sur les cadres des fenêtres, des bardeaux manquants sur le toit, des fissures dans l'allée en béton qui avaient été réparées avec de l'asphalte. La pelouse autrefois impeccable était inégale et envahie par les mauvaises herbes par endroits. La maison qui avait été la vitrine du quartier pendant mon enfance montrait maintenant des signes clairs d'entretien différé.
Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle avait l'air plus âgée que ses 61 ans, avec des cernes sombres sous les yeux et des cheveux qui étaient devenus complètement gris depuis Noël. Elle m'a serré fort dans ses bras, sa silhouette mince semblant fragile contre la mienne. « Merci d'être venu », a-t-elle murmuré. « Ça a été si difficile. » À l'intérieur, la maison racontait sa propre histoire de difficultés financières. Les meubles étaient les mêmes que lorsque j'étais parti pour l'université, maintenant usés et démodés. Les appareils de cuisine qui avaient été haut de gamme dans les années 90 n'avaient pas été mis à jour. De petites réparations avaient été négligées. Une porte d'armoire pendait d'une seule charnière. Le lave-vaisselle avait une pancarte manuscrite, en panne, collée dessus, et le lustre de la salle à manger manquait de 3 ampoules. J'avais l'intention de faire des réparations, a dit ma mère en remarquant mon regard. Mais avec les heures de ton père réduites à la banque l'année dernière, on a dû faire attention aux dépenses. Ces heures ont été réduites? C'était la première fois que j'entendais parler de problèmes d'emploi. Juste à 4 jours par semaine, a-t-elle expliqué en s'affairant à préparer du thé. La banque a automatisé davantage de ses processus. Il ne voulait pas vous inquiéter avec ça, les enfants. Après m'être installé dans mon ancienne chambre, inchangée depuis le lycée, avec des affiches délavées et des trophées qui prenaient la poussière, j'ai posé des questions plus directes sur leur situation financière. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes alors qu'elle ouvrait à contre-cœur un tiroir de la cuisine et en sortait une pile d'enveloppes non ouvertes. Je ne sais pas par où commencer avec ça, a-t-elle admis. Il y a des factures d'hôpital, des relevés de cartes de crédit, des avis de retard de paiement. Ton père s'est toujours occupé de l'argent. Je ne sais même pas combien on doit au total. J'ai passé cette soirée à la table de la cuisine, triant leurs documents financiers. L'image qui en a émergé était alarmante. Leur hypothèque avait été refinancée 3 fois, chaque fois en retirant des fonds propres. Les cartes de crédit étaient presque au maximum. Les comptes de retraite avaient été vidés à des niveaux alarmants et les factures médicales s'empilaient, non ouvertes. Quand j'ai gentiment posé des questions sur les multiples refinancements, ma mère a détourné le regard. Le mariage d'Amanda était si important pour ton père. Et puis elle a eu besoin d'aide pour l'acompte de son condo. Et il y a eu quelques fois où elle a eu des dépenses imprévues. Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital pour voir mon père. L'homme confiant et intimidant qui avait dominé mon enfance semblait diminuer dans le lit d'hôpital, relié à des moniteurs et à une perfusion. Son teint était gris, et sa voix avait perdu sa résonance autoritaire. « Tu n'avais pas besoin de venir de si loin », a-t-il dit après une salutation superficielle. Je serai de retour sur pied en un rien de temps. Je voulais être là, ai-je répondu en m'installant dans le fauteuil du visiteur. Maman a besoin de soutien en ce moment, et on doit parler des factures, papa. Son expression s'est légèrement durcie. Ce n'est qu'un problème de trésorerie temporaire une fois que je serai de retour au travail. Le médecin dit que ce sera au moins 3 mois, ai-je interrompu doucement. Et j'ai vu les factures à la maison. Il ne s'agit pas seulement des frais médicaux. Ta mère n'aurait pas dû te les montrer, a-t-il sèchement répliqué, une lueur de son ancien moi émergeant. Nos finances ne te regardent pas, si, quand vous me demandez de l'aide, ai-je contré. Et quand l'aide dont vous avez besoin est substantielle, j'ai besoin de comprendre la situation dans son ensemble. Ce qui a commencé comme une discussion sur les factures médicales a rapidement dégénéré en territoire familier. Mon père a remis en question ma capacité à comprendre les questions financières, a fait référence au sens des affaires d'Amanda et a suggéré que je devrais apprendre la responsabilité de ma sœur. Quand j'ai mentionné avoir vu des preuves qu'ils avaient soutenu Amanda financièrement, il est devenu défensif. Nous avons fait quelques investissements dans l'avenir d'Amanda, a-t-il insisté. C'est différent de renflouer quelqu'un. Elle et Bradley construisent quelque chose d'important. Le point de rupture est venu lorsqu'il a suggéré que je devrais suivre l'exemple d'Amanda pour améliorer ma propre situation financière. L'ironie était trop forte pour être supportée. Papa, ai-je dit doucement mais fermement. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête sur qui est exactement un brillant et responsable dans cette famille. Son geste dédaigneux a allumé quelque chose en moi. Des décennies à être sous-estimé et comparé défavorablement à une sœur dont le succès apparent était en grande partie une fiction. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai tenu tête à mon père au lieu de battre en retraite. Je ne suis plus cet adolescent peu sûr de lui ai-je dit. Je ne cherche pas ton approbation, mais je demande ton respect, surtout si je dois aider cette famille à sortir du trou financier que vous avez creusé en cautionnant Amanda toutes ces années.
Les moniteurs ont enregistré son rythme cardiaque croissant, et une infirmière est venue le voir. Je suis parti peu de temps après, promettant de revenir le lendemain quand il se sentirait plus fort. Dans le parking de l'hôpital, j'ai pris une décision, il était temps d'avoir une réunion de famille où toutes les cartes seraient sur la table. J'ai appelé Amanda ce soir-là et j'ai insisté pour qu'elle et Bradley viennent dîner chez nos parents le samedi. Ses excuses ont été immédiates et prévisibles, des engagements professionnels importants, l'emploi du temps chargé de Bradley, le long trajet depuis Chicago. Ce qui m'a surpris, c'est la voix de Bradley en arrière-plan qui la contredisait. On n'a pas de projet ce week-end, a-t-il dit, clairement audible malgré la tentative d'Amanda de couvrir le téléphone. Ton frère a raison. On doit avoir cette conversation. Après plus d'échanges, Amanda a accepté à contre-cœur le dîner. J'ai passé le vendredi à me préparer, cuisinant des plats réconfortants que ma mère m'avait appris à faire il y a des années, organisant des documents financiers en résumé clair et répétant mentalement ce qui devait être dit. Ma mère a observé ces préparatifs avec une anxiété visible, alternant entre aider à couper les légumes et se tordre les mains. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, a-t-elle suggéré plus d'une fois. Ton père est encore en convalescence. Amanda est sous tellement de pression au travail. Maman, ai-je finalement dit en lui prenant les mains. On ne peut pas continuer à faire semblant. La santé de papa dépend de la réduction de son stress à long terme, pas seulement d'éviter les conversations difficiles maintenant. Et cela signifie aborder la réalité financière. Le samedi soir est arrivé avec une tension palpable. Amanda et Bradley ont été les derniers à arriver. Ma sœur, impeccablement habillée, comme toujours, dans des vêtements de marque et un maquillage parfaitement appliqué. Seul quelqu'un qui la connaissait bien remarquerait la tension autour de ses yeux ou la façon dont elle serrait son sac à main avec des jointures blanches. Bradley avait l'air mal à l'aise, maintenant une distance physique avec Amanda qui en disait long sur leur état matrimonial. Le dîner a commencé par de petites conversations étranges sur le pronostic de rétablissement de papa et les changements dans le quartier. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux entre les membres de la famille tout en poussant la nourriture dans son assiette. Une fois le repas terminé et le café servi, j'ai su qu'il était temps. J'ai demandé à tout le monde d'être ici ce soir parce que nous devons avoir une conversation honnête sur la situation financière de notre famille, ai-je commencé. Les factures médicales de papa sont importantes et j'ai découvert que maman et papa ont des difficultés financières depuis un certain temps maintenant. Amanda s'est immédiatement mise sur la défensive. Si c'est une question d'argent, Cédric, on sait tous que tu as toujours été rancunier de mon succès. Ce n'est pas parce que tu as choisi un parcours professionnel instable que... Amanda a doucement interrompu Bradley. Laisse-le parler. La pièce est devenue silencieuse alors que je posais un dossier sur la table et que je l'ouvrais. J'ai préparé quelques documents que j'aimerais partager avec tout le monde. J'ai commencé par montrer à mes parents la preuve de ma situation financière réelle. Des relevés bancaires montrant des économies substantielles, des résumés de comptes d'investissement, des documents de l'achat de ma maison et mon contrat de travail actuel avec son chiffre de salaire impressionnant. Les yeux de ma mère se sont écarquillés en regardant les chiffres tandis que mon père regardait avec incrédulité. Voici ma réalité financière réelle, ai-je expliqué calmement. J'ai bâti une carrière réussie dans le design numérique, spécialisée dans les interfaces de technologie financière. Je suis propriétaire de ma maison. Je n'ai aucune dette. J'ai 6 mois de dépenses économisées dans un fonds d'urgence et un portefeuille d'investissement diversifié. Je me suis tourné pour faire face à Amanda directement. Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi d'être également honnête sur ta situation. La couleur a quitté son visage. Ce n'est pas juste. Tu essaies de me mettre dans l'embarras devant tout le monde. En fait, a interjeté Bradley. Je pense que cette conversation est attendue depuis longtemps. Il s'est tourné vers mes parents. Richard, Eleanor, Amanda et moi nous séparons à cause de la malhonnêteté financière. Elle m'a caché plus de 100 000 $ de dettes de carte de crédit. Nous risquons la faillite. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est absurde. Amanda a toujours été financièrement responsable. Elle est consultante en finance, pour l'amour de Dieu. Papa, a dit Amanda, la voix brisée. C'est vrai. J'ai des difficultés depuis des années. Ces prêts que toi et maman m'avaient accordés, j'en avais besoin parce que je ne pouvais pas joindre les deux bouts. Le condo étant pré-saisi. Bradley a déménagé il y a 3 semaines. Ma mère a commencé à pleurer doucement tandis que l'expression de mon père passait par l'incrédulité, la colère et la confusion.
Mais ton travail, ton succès. J'ai été mise en probation le mois dernier, a admis Amanda. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. J'ai été distrait en essayant de cacher tout ça. Je pourrais perdre mon travail complètement. Pendant plusieurs minutes, les seuls sons dans la salle à manger étaient les sanglots doux de ma mère et les reniflements d'Amanda. Mon père était assis, immobile, fixant la table comme si le grain du bois pouvait offrir une explication à la façon dont sa compréhension de ses enfants avait été si complètement erronée. Toutes ces années, a-t-il finalement dit, sa voix à peine audible. Je pensais. Il n'a pas pu terminer la phrase. Tu pensais qu'Amanda était la réussite et que j'étais l'échec, ai-je complété pour lui. Tu as pensé ça depuis que nous sommes enfants. Tu n'as jamais posé de questions sur mes réalisations réelles ou mes finances parce qu'elles ne correspondaient pas au récit que tu avais créé. Mon père a commencé à objecter, puis s'est arrêté, la vérité de mes paroles s'imposant visiblement à lui. Pour la première fois de ma vie, il m'a regardé. M'a vraiment regardé, sans le filtre de la déception ou de la comparaison. Je ne savais pas, a-t-il dit simplement. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé doucement. Et cela a blessé cette famille pendant des décennies. Les jours qui ont suivi notre réunion de famille ont été étrangement calmes. Mon père a été libéré de l'hôpital pour commencer sa convalescence à la maison, passant la plupart de son temps dans le fauteuil inclinable à regarder la télévision à faible volume. Ma mère se déplaçait entre s'occuper de lui et pleurer dans la cuisine quand elle pensait que personne n'écoutait. Amanda est retournée à Chicago dimanche soir tandis que Bradley est resté en ville dans un hôtel, venant quotidiennement pour participer aux discussions sur leurs options financières. J'ai prolongé mon séjour à Chicago, travaillant à distance depuis ma chambre d'enfant tout en aidant mes parents à naviguer dans leur nouvelle réalité. La première étape pratique a été de faire face à leur crise financière immédiate. J'ai payé les factures médicales impayées et j'ai mis leur hypothèque à jour, en mettant en place des paiements automatiques depuis mon compte pour les 6 prochains mois afin de leur donner un peu de répit. Ensuite, j'ai organisé une réunion avec un conseiller financier spécialisé dans la planification de la retraite pour les personnes âgées confrontées à des revers. Margaret Kim est arrivée chez mes parents avec une approche compatissante qui les a mis à l'aise alors qu'elle examinait leur situation financière complète. Elle a créé un budget durable qui tenait compte du revenu réduit de mon père et des frais médicaux continus tout en préservant ce qui restait de leurs économies de retraite. La bonne nouvelle, a expliqué Margaret, c'est qu'avec quelques ajustements et l'aide temporaire de Cédric, vous n'aurez pas besoin d'envisager de vendre la maison. La mauvaise nouvelle, c'est que la retraite devra être retardée d'environ 3 ans pour reconstituer votre coussin financier. Mon père, qui était resté largement silencieux pendant la réunion, a finalement pris la parole. J'aurais dû mieux planifier. J'étais tellement concentré sur les apparences que j'ai perdu de vue les chiffres réels. Venant d'un ancien directeur de banque, cet aveu lui a clairement coûté une fierté considérable. Pour Amanda, le chemin à parcourir était plus compliqué. Après plusieurs discussions familiales, nous nous sommes mis d'accord sur une approche structurée de sa dette. Je rembourserai ses cartes de crédit à taux d'intérêt le plus élevé pour arrêter l'hémorragie, mais seulement si elle s'engageait à suivre des conseils en crédit et une thérapie financière pour aborder les aspects émotionnels de sa dépendance aux dépenses. Elle me rembourserait par le biais d'un accord formel avec un intérêt modéré, non pas pour profiter de sa situation, mais pour établir une responsabilité professionnelle qui avait fait défaut dans sa vie financière. Je ne mérite pas ton aide, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions seuls dans la cuisine à faire la vaisselle. J'ai été horrible avec toi pendant des années. Il ne s'agit pas de mériter, ai-je répondu. Il s'agit de la famille. Mais il s'agit aussi de changer des schémas qui n'ont fonctionné pour aucun de nous. Avec la permission d'Amanda, j'ai engagé un service de bricolage pour effectuer les réparations essentielles à la maison de mes parents qui avaient été différées pendant des années. Le toit qui fuyait a été réparé, les appareils électroménagers cassés ont été remplacés par des modèles modestes mais fonctionnels, et les problèmes de sécurité ont été résolus. Ma mère a pleuré lorsque le nouveau lave-vaisselle a été installé, réalisant depuis combien de temps elle s'accommodait de circonstances de plus en plus difficiles sans se plaindre. La guérison émotionnelle a commencé plus timidement que les solutions pratiques. Mon père, dont l'identité était si étroitement liée au succès financier et au fait d'avoir la fille parfaite, a eu du mal à concilier ses croyances de longue date avec la réalité. Un après-midi, pendant sa convalescence, il m'a appelé dans le salon où il triait de vieilles photos de famille. J'ai trouvé ça, a-t-il dit en tendant un certificat délavé de mon exposition d'art de 8e année. Ta mère a tout gardé, même quand je ne voyais pas la valeur.
C'était la chose la plus proche d'une excuse qu'il pouvait formuler à ce moment-là. Mais j'ai reconnu l'effort qu'il lui a fallu pour reconnaître cette petite preuve qu'il avait eu tort à mon sujet. Elle a toujours cru en moi, ai-je dit, acceptant l'ouverture qu'il offrait. J'aurais juste aimé que tu puisses le faire aussi. Je n'ai pas compris ton chemin, a-t-il admis. Je pensais qu'il n'y avait qu'une seule voie vers le succès, celle que j'avais prise. J'avais tort à ce sujet. Le parcours de guérison de ma mère a pris une forme différente. Avec mon père occupé par sa convalescence et sa physiothérapie, elle a commencé à passer du temps avec moi indépendamment, peut-être pour la première fois. Nous avons cuisiné ensemble, fait de courtes promenades dans le quartier et reconstruit progressivement une relation qui n'était pas définie par son rôle de médiatrice entre mon père et moi. J'aurais dû te défendre davantage, a-t-elle avoué lors d'une de nos promenades. Je savais à quel point tes talents étaient spéciaux, mais j'avais peur de provoquer un conflit. Tu as fait de ton mieux, maman, l'ai-je assuré. On a tous fait ce qu'on pensait être juste à l'époque. Le processus d'Amanda a peut-être été le plus difficile. Des années à être l'enfant en or avaient créé une image de soi fragile qui dépendait d'une validation externe constante. Lorsque la façade s'est effondrée, elle a dû faire face non seulement à ses erreurs financières, mais aussi à sa participation à une dynamique familiale qui avait profondément blessé son frère. Ses premières tentatives d'excuses étaient défensives, se concentrant davantage sur l'explication de son comportement que sur la prise de responsabilité. Il faut que tu comprennes, j'étais sous une pression énorme pour être parfaite, a-t-elle dit lors d'une conversation difficile. Tout le monde s'attendait à ce que je réussisse. Je comprends que cette pression était réelle, ai-je reconnu. Mais tu en as aussi bénéficié alors que j'en ai souffert. On doit tous les deux reconnaître ces vérités. La famille a commencé à assister à des séances de thérapie ensemble lorsque mon père a été assez fort pour y participer. Le docteur Suzanne Chen, une thérapeute familiale spécialisée dans les relations entre frères et sœurs adultes, nous a aidés à naviguer dans les émotions complexes et les schémas bien ancrés qui avaient défini nos relations pendant des décennies. Elle a introduit le concept de « rôles familiaux » et la façon dont nous avions tous été contraints par le récit de « l'enfant en or » et de la « déception ». Ces rôles ont servi une fonction dans votre système familial, a expliqué le docteur Chen. Mais ils n'ont permis à aucun de vous d'être pleinement vu ou connu par les autres. Le défi maintenant est de vous relier en tant qu'adulte. Vous êtes réellement, pas les rôles qui vous ont été assignés. 6 mois après la crise cardiaque de mon père, les changements dans notre famille étaient subtils mais significatifs. Mon père avait commencé à poser de véritables questions sur mon travail, faisant un effort pour comprendre le design numérique, même si cela restait quelque peu étranger à son expérience. Lorsque j'ai expliqué un projet particulièrement complexe impliquant la visualisation de la planification de la retraite, il a offert des perspectives de son expérience bancaire qui ont en fait amélioré mon approche. Ma mère a trouvé sa voie de manière modeste mais significative, exprimant plus librement ses préférences et ses opinions. Elle a commencé un travail à temps partiel dans une librairie locale, son premier emploi rémunéré en 30 ans. Le revenu modeste a renforcé sa confiance en elle autant que le budget familial. Amanda a déménagé dans un appartement plus petit et a trouvé un poste dans une organisation à but non lucratif et dans les familles à faible revenu avec l'alphabétisation financière, un travail moins bien payé mais mieux aligné sur ses valeurs et ses compétences. Son mariage avec Bradley est resté séparé mais pas divorcé, tous deux assistant à des conseils de couple pour déterminer si leur relation pouvait être reconstruite sur une base plus honnête. Les réunions de famille sont devenues moins axées sur la performance et plus authentiques. Les réussites étaient célébrées sans comparaison, et les difficultés étaient discutées ouvertement plutôt que cachées. La prétention qui avait caractérisé nos interactions pendant si longtemps a progressivement cédé la place à une connexion authentique basée sur qui nous étions réellement, pas sur qui nos parents nous avaient imaginé être. J'ai maintenu ma vie à Boston, mais j'ai rendu visite plus fréquemment, établissant une relation avec ma famille qui me semblait solidaire sans être envahissante. Pour la première fois, je pouvais les aimer sans me sentir diminué par eux. Et peut-être plus important encore, je pouvais enfin croire qu'ils commençaient à aimer le vrai moi plutôt que de souhaiter constamment que je sois quelqu'un d'autre. 1 an après la confrontation qui a tout changé, mes parents m'ont rendu visite à Boston pour la première fois. J'ai observé leur visage alors qu'ils découvraient l'espace de l'usine reconverti avec ses hauts plafonds et ses fenêtres immenses, la cuisine bien équipée où j'avais découvert une passion pour la cuisine, et le bureau à domicile où je créais les designs qui avaient bâti ma carrière. C'est vraiment quelque chose, Cédric, a dit mon père en passant la main sur le mur en briques apparentes. Tu as construit une belle vie ici.
La simple reconnaissance signifiait plus pour moi qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Je leur avais préparé le dîner. Rien d'élaboré, juste des plats réconfortants bien exécutés, servis dans la vaisselle en céramique faite à la main que j'avais collectionnée auprès d'artistes locaux. Assis autour de ma table de salle à manger, la conversation a coulé plus naturellement qu'elle ne l'avait jamais fait de mémoire. Je dois dire quelque chose, a annoncé mon père alors que nous terminions notre repas. Il avait l'air mal à l'aise mais déterminé. J'ai eu tort à ton sujet, Cédric. À propos de beaucoup de choses. J'étais tellement fixé sur une certaine définition du succès que je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi. Je suis. Il a fait une pause, les mots lui étant clairement difficiles. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Sans mon aide, malgré mes limites en tant que père. De la part de Richard Collins, cette excuse hésitante représentait un changement sismique. Ma mère a tendu la main sur la table et a serré la mienne, les larmes aux yeux. Nous le sommes tous les deux, a-t-elle ajouté, très fière. Ce soir-là a marqué un nouveau chapitre de notre histoire familiale. Pas une fin heureuse parfaite, celle-ci n'existe que dans les contes de fées, mais un début plus honnête, basé sur qui nous étions vraiment plutôt que sur qui nous avions prétendu être. Mon propre parcours de guérison a continué à se dérouler par couches. La justification initiale que j'ai ressentie lorsque mon succès financier a enfin été reconnu a cédé la place à une compréhension plus profonde des dynamiques familiales qui nous avaient tous façonnés. Grâce à la thérapie et à l'introspection, j'ai traité la colère que j'avais portée pendant des décennies, non pas pour l'éliminer, car une partie était entièrement justifiée, mais pour l'empêcher de définir mes futures relations. J'ai appris à accepter la validation de l'intérieur plutôt que de la chercher constamment auprès de ma famille. La petite voix qui avait toujours murmuré, pas assez bon, chaque fois que j'accomplissais quelque chose est devenue plus silencieuse, progressivement remplacée par la confiance en mon propre jugement et mes valeurs. J'ai découvert que me libérer du rôle de la déception familiale m'a permis de définir le succès selon mes propres termes, mesuré non pas par comparaison avec les autres, mais par l'alignement avec mon moi authentique. Le plus difficile a peut-être été de trouver de la compassion pour mes parents et ma sœur sans excuser le mal qu'ils avaient causé. J'en suis venu à comprendre que les attentes rigides de mon père découlaient des critiques de son propre père, que l'incapacité de ma mère à me défendre reflétait sa peur des conflits, et que le maintien désespéré des apparences d'Amanda masquait une profonde insécurité. Cette compréhension n'a pas effacé le passé, mais elle m'a aidé à avancer sans amertume. La transformation de ma vie personnelle a également influencé mes choix professionnels. Me souvenant à quel point il avait été difficile de poursuivre une carrière créative sans soutien, j'ai créé un programme de mentorat pour les jeunes designers issus de milieux défavorisés. Une fois par mois, j'ouvrais mon bureau à des lycéens intéressés par le design numérique, enseignant des compétences de base et offrant des conseils sur l'éducation et les parcours professionnels. Voir leurs talents s'épanouir avec un peu d'encouragement est devenu l'une de mes plus grandes joies. Lors de conférences de l'industrie, j'ai commencé à parler ouvertement des défis de santé mentale dans les domaines créatifs, partageant comment le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur avaient affecté le début de ma carrière. Ces présentations ont profondément résonné auprès de collègues qui avaient fait face à des difficultés similaires, créant des liens basés sur une vulnérabilité partagée plutôt que sur des images de succès soigneusement sélectionnées. Mon travail lui-même a évolué pour intégrer plus de sens au-delà de l'excellence technique. J'ai commencé à m'associer à des organisations à but non lucratif d'alphabétisation financière, similaires à celles où Amanda travaillait maintenant, concevant des interfaces qui rendaient la budgétisation et l'épargne accessibles aux personnes sans formation financière. Ce mariage de mes compétences techniques avec un impact social authentique a apporté une profondeur de satisfaction qui a dépassé tout ce que j'avais connu dans ma carrière jusqu'à présent. Amanda et moi avons reconstruit notre relation lentement, remplaçant la dynamique compétitive de notre enfance par un soutien mutuel pour nos chemins très différents. Elle venait à Boston tous les trimestres pour ce que nous appelions des sessions de stratégie fraternelle, où nous passions en revue les progrès et les défis de chacun sans l'influence de nos parents. Elle a trouvé sa voie authentique en travaillant avec des familles en crise financière, s'appuyant sur ses propres expériences pour offrir à la fois des conseils pratiques et une empathie sincère. J'ai passé tellement d'années à essayer de paraître brillante, a-t-elle confié lors d'une de ses visites. C'est un tel soulagement d'être réellement utile à la place. Mes parents ont poursuivi leur propre évolution, bien que plus progressivement. Mon père a rejoint un groupe de soutien pour les survivants de crise cardiaque où il a noué des amitiés basées sur une vulnérabilité mutuelle plutôt que sur la compétition de statut. Ma mère a fait du bénévolat à la banque alimentaire de son église, découvrant un épanouissement dans le service qui n'avait rien à voir avec le maintien des apparences.
Ils ont déménagé dans une maison plus petite qui convenait mieux à leurs besoins de retraite, abandonnant la maison vitrine qui avait représenté tant de leurs anciennes valeurs. En repensant au parcours de notre famille, j'ai réalisé à quel point les récits que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres façonnent nos perceptions et nos choix. Pendant des décennies, notre famille avait été piégée dans une histoire avec des rôles assignés, la fille qui réussit, le fils décevant, le père fier, la mère qui soutient. Aucun de nous n'avait été pleinement vu ou connu dans ces contraintes. Se libérer de ces faux récits n'a pas été facile. Cela a nécessité une honnêteté douloureuse, une vulnérabilité consentie et le courage de faire face à des vérités inconfortables. Mais de l'autre côté de ce passage difficile, nous avons trouvé des relations basées sur l'authenticité plutôt que sur la performance, l'acceptation plutôt que l'approbation conditionnelle, et l'amour qui embrassait la réalité au lieu de la fantaisie. La leçon la plus profonde que j'ai apprise à travers ce voyage est que le vrai succès ne vient pas en répondant aux attentes des autres ou en accumulant des diplômes impressionnants, mais en vivant authentiquement selon ses propres valeurs. La liberté que j'ai trouvée dans des relations honnêtes, même lorsque ces relations incluaient la reconnaissance d'histoires douloureuses, a de loin dépassé tout confort temporaire qui venait du maintien des illusions. L'enfant invisible que j'avais été pendant tant d'années est finalement devenu visible, d'abord pour moi-même, puis pour ma famille, et finalement pour un monde où ma perspective et mes talents uniques pouvaient apporter une contribution significative. L'histoire que ma famille avait racontée sur moi s'est avérée être de la fiction. Mais l'histoire que j'écrivais maintenant pour moi-même était authentique, imparfaite et véritablement la mienne. Si vous vous êtes déjà senti invisible ou sous-estimé par les personnes qui devraient vous connaître le mieux, j'espère que mon histoire vous apportera un peu de réconfort et de perspective. Notre valeur n'est pas déterminée par les perceptions limitées des autres. Et il n'est jamais trop tard pour réécrire les récits qui ont défini nos relations. Avez-vous déjà été injustement comparé à vos frères et sœurs ou vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa vraie valeur n'est pas déterminée par les récits familiaux. Merci d'avoir écouté mon parcours, et rappelez-vous, la personne la plus importante qui a besoin de voir votre valeur vous regarde dans le miroir tous les jours.